vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h, non pas avec Philippe David qu'on embrasse, bien entendu. Très fort. Très fort, mais avec Jean-Marie Bordry. Ça va Jean-Marie? Ça va et vous Cécile? Ouais, je suis contente que vous soyez mais moi là. aussi, écoutez, Voilà, je suis très content. J'espère que vous serez aussi drôle que Philippe David. Vous voulez que je l'imite sans doute? Bon, allez-y, imitez-le. Je n'oserais pas l'imiter mais en fin de si, rire, allez-y, mais vous le non. faites en antenne. Voilà, Allez. ce sera pour son rire. C'est trop tard. J'ai parlé dessus, quel dommage. En tout cas, on l'embrasse, bien entendu. Il sera avec nous demain. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous êtes bien entendu les bienvenus pour débattre avec nos vraies voix dans quelques instants qu'on vous présente. Et puis le grand débat du jour à partir de 17h30. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer pour négocier sur l'Ukraine. Inquiétude de Kiev, mais aussi de l'Europe qui craignent un accord dans le dos des Ukrainiens. Satisfaction du Kremlin, mais aussi de la Chine. Trump juge déjà irréaliste une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, exactement. Alors parlons vrai. Est-ce que l'Ukraine est l'otage des grandes puissances? C'était pas très agréable d'apprendre que Trump avait parlé à Poutine avant de me parler à moi. C'est ce qu'a reconnu Volodymyr Zelensky. Est-ce que l'Ukraine est laissée de côté à la veille de nouveaux accords de Munich? On y reviendra avec notre invité. Jean de Glignastil qui sera avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur d'une géopolitique de la Russie qui vient de paraître aux éditions Erol. Et puis à 18h15, l'ancien Premier ministre a fait adopter par l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la délinquance des mineurs hier, avec notamment la remise en cause de l'excuse de minorité dans les cas graves. Est-ce le grand retour du Gabriel Attal qui incarne la fermeté? Oui, est-ce que Gabriel Attal saura en tout cas se rappeler à notre bon souvenir? On l'avait presque oublié, hein. C'est vrai, les premiers ministres passent si vite en ce moment. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je ne l'ai pas oublié. On le sait, c'est votre chouchou. Et notre invité pour en parler, pour abonder dans le sens de Philippe ou pas, c'est un autre Philippe Moreau-Chevrolet qui sera avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, 12 blessés, dont 2 entre la vie et la mort à Grenoble. Hier soir, un homme a jeté une grenade dans un bar du quartier olympique. La police recherche toujours activement l'auteur de l'attaque. On ignore encore son mobile. Alors on va se poser la question tout simplement, est-ce que Grenoble est devenue finalement la ville la plus dangereuse de France? Et surtout d'ailleurs, est-ce que son maire est devenu complètement déconnecté? Le jour même de l'attaque, le pauvre ne pouvait pas le prévoir. Dans la presse, dans Libération, il expliquait quand on lui disait mais on vous attaque, on vous reproche notamment l'insécurité de la ville. Qu'est-ce qu'il répondait, Éric Piolle? Je m'en fous. Quand on vous attaque sur la propreté de la ville ou sur la sûreté, c'est que vous avez réussi le reste. Bon, effectivement, il doit regretter ses déclarations. On en parle en tout cas jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Un bon dossier, des bons dossiers aujourd'hui, mon cher Philippe Bilger. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant. J'adore le bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Prends son élan. Voilà. C'est-à-dire qu'il est payé au mot aujourd'hui. Voilà. Au revoir. Exactement. C'est la même génération. Faites-moi un au revoir, Philippe. Au revoir. Je ne ferai pas. Non, allez. Tout à l'heure, c'est venu par hasard. Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant indépendant. Bonsoir Pierre-Yves Martin. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Et Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure, maire de Belleflou. Bonsoir. Bonsoir. Toujours impressionné de venir parce que vous avez des intervenants de qualité. Mais sachez qu'à chaque fois, pour moi, c'est un exercice difficile que d'avoir Philippe Bilger devant moi. Non, Ouais. mais Bruno, à force Il le de sait. le répéter, on va finir par le croire. Mais c'est la vérité. Mais vous avez un petit côté Starsky et Hutch, Mais il a tous les des- deux, il faut bien le Ouais, dire. ouais. Non, mais Non, mais Philippe Bilger a des dossiers sur vous, c'est pas mais possible. c'est bien, peut-être Bruno. aussi, hein, je vous rappelle qu'il était Bruno, bien sûr, il est avocat très général. habile tout de même. Il C'est vrai commence par se flageller un peu. Pour et séduire. après, Pour séduire. Ouais. Allez, ce numéro pas mal. 0826 300 300 avec Cédric qui nous appelle de Narbonne. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous tous. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Cédric. Merci beaucoup. Vous avez un coup de gueule à nous faire passer. Ah, j'ai un sacré coup de gueule. J'aimerais bien qu'on puisse enfin avoir de vrais ministres qui travaillent correctement et qui sachent ce qu'ils font. Parce que pour l'instant, en fait, mettre des ministres comme le ministre de l'Agriculture, qui n'a qu'un CAPES, qui n'a jamais été dans l'agriculture, qui n'a jamais trempé les mains dedans, j'aimerais qu'en fait, ça change un petit peu. On devrait passer à la 6ème République, que les gens qui sont très bons restent en place et les gens qui sont pas bons qui retournent ailleurs. Le ministre du Transport, il sait même pas ce
que c'est un camion, c'est parce que c'est une voiture. À un moment donné, il y en a vraiment marre. Ils nous parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. La mère Borne, elle a jamais rien fait d'intéressant. Elle s'occupe de l'éducation sexuelle des enfants maintenant. Mais non, mais on marche sur la tête. Ministre de À un moment l'Éducation donné, nationale. Non, oui, c'est l'éducation sexuelle des enfants. Elle veut faire un bouquin pour que les enfants, à partir de la maternelle, sachent sa sexualité. Mais ils sont pas tarés, les gens. Franchement, là, aujourd'hui, on marche sur la tête. Lequel fait exception pour vous, mon cher Cédric? Alors, il y en a un qui fait exception, c'est Bruno Retailleau. Ah, bah là, ça y est, vous êtes le meilleur ami de Philippe Bilger. C'est quelqu'un qui tient vraiment la route et qui est sur la bonne voie. Moi, Et je dis pourtant, sur il la n'est pas bonne voie. policier. Il n'est pas policier, mais il sait de quoi il parle. Alors, tandis que demander à Madame la ministre de l'Agriculture comment on s'occupe des vaches, comment on s'occupe ceci, oui, c'est ça. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a qu'un CAPES, c'est tout. Après, on peut avoir qu'un CAPES et avoir un peu de notion quand même. Cédric, vous êtes peut-être un peu dur. Elle a zéro notion, c'est la problématique, c'est ce que je lui reproche, c'est qu'elle a zéro notion. D'accord. C'est ça la problématique. Allez, un petit tour de table, Cédric. Philippe Bilger. Il a totalement raison sur Bruno Retailleau, mais je le trouve sévère pour les autres. Ouais. Tout de même, Annie Genevard, ça n'est pas une imbécile. Tout à fait. Elle ne maîtrise peut-être pas totalement l'agriculture, mais elle est capable tout de même de faire, d'avoir une politique cohérente là-dessus. Pierre-Yves Martin, très vite, parce qu'on est trop en retard. Alors très vite. Non, moi je trouve que son propos est intéressant parce que il est le signe d'un équilibre à trouver entre les compétences et le positionnement politique dans la construction de ce gouvernement qui était bien fragile. Il est le signe dans les propos de Cédric, c'est de la lassitude de la société, des gens, entre nos députés, nos ministres, etc. Pour en revenir rapidement sur Genevard, moi c'est pas les retours que j'ai des agriculteurs, elle est quand même assez appréciée. Voilà. Allez, je ferme la Cédric, parenthèse. merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve dans quelques instants. On embrasse bien entendu Philippe David fort jusqu'à 19h. Et après c'est fini, on arrête. Pas jusqu'à la Saint-Valentin quand même, vous allez pas me faire ça, Cécile. Demain c'est la Saint-Valentin avec Philippe David, c'est bon ça. Allez, bisous Philippe, et puis on revient dans un instant. Le réquisitoire du procureur, monsieur le Je procureur. vais parler de Carole Delga. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. On est bien avec vous, Cécile. Ouais, on est bien. On est très bien. Avec Moi je fais Pierre-Yves tout Martin pour, aussi. je suis au taquet là. C'est très sympa de nous Je accueillir. ferai On est mieux aussi- demain, mais je suis au taquet. On va écouter progresser, on s'entraîne jusqu'à demain. On est avec Pierre-Yves Martin, avec Bruno Pomar et bien entendu Philippe Bilger. Tout de suite un homme en colère. Ah ouais. Juste avant, le petit teasing avec vous, Félix Mathieu. On va parler dans un instant de ces deux attaques, l'une à la grenade à Grenoble et puis l'autre à la voiture bélier à Munich en Allemagne. On va parler aussi de ces cigarettes électroniques jetables pour les ados définitivement interdites par le Parlement. En 3 mots, grenade, voiture et puff. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et mon cher Philippe, aujourd'hui, vous requérez sur Carole Delga. Oui, enfin, Carole Delga, sur le point, je crois, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas et par conséquent, on lui prête des ambitions présidentielles. Et le premier mouvement pourrait être de dire elle a des qualités dans l'administration de sa région, mais peut-être est-elle un peu présomptueuse en rajoutant sa personnalité à la liste des candidats à gauche. Et après, je me suis reproché ce mouvement parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, où je ne méprise absolument pas la classe politique, contrairement à certains, mais elle n'est pas fulgurante dans les ambitions présidentielles. Et donc, pourquoi cette femme n'aurait pas le droit aussi d'avoir des ambitions et après tout de les croire plausibles? C'est le grand avantage des situations comme les nôtres, où la tenue, l'allure politique n'est pas éclatante, c'est que tout le monde peut se croire légitime lorsqu'il a des ambitions présidentielles. Et si un jour vous en aviez envie, je vous les souhaite. Ah, bon. Merci, Bruno Pomar. Moi, je pense que Carole Delga, je la connais un petit peu, évidemment, parce que je suis maire en Occitanie, moi, dans On l'Aude, rappelle, c'est la précisément. présidente de la région Occitanie. Oui, exactement, le plus beau village de l'Aude. Et je trouve que c'est une femme engagée qui gère très bien sa région. Ouais.
Et pourquoi pas on a besoin de femmes, c'est clair. Mais je trouve que c'est quelqu'un de pragmatique. Ça va nous changer un peu de tous ces gens qui se font élire au plus haut niveau et qui ont aucune expérience du terrain, du travail de terrain, de gestion, etc. Elle a de belles idées en plus. Et encore une fois, elle gère une immense région qui doit faire 5 ou 6 milliards, je ne sais pas combien elle gère. Donc pourquoi pas. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu qui sont grenade, voiture et pof. 2 personnes entre la vie et la mort à Grenoble. L'attaque d'hier soir a fait 15 blessés. Un homme a lancé une grenade dans un bar du quartier olympique. La police le recherche toujours. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz promet de renvoyer l'assaillant dans son pays, l'Afghanistan, après l'attaque à la voiture bélier qui a fait une trentaine de morts, dont plusieurs très grièvement à Munich. À suivre aussi, Vladimir Poutine et Donald Trump négocient entre eux sur l'Ukraine. Kiev redoute qu'États-Unis et Russie ne lui fassent des enfants dans le dos. C'est aussi la crainte des Européens et ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio avec l'ancien ambassadeur Jean de Lignasti. Avant ça, le Parlement adopte donc définitivement l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, peu chères et colorées, prisées par les ados. Les vraies voix Sud Radio. Quand l'effroi et la violence fait soudain irruption dans un lieu de détente hier soir à Grenoble, dans le quartier sensible du village olympique, un homme a jeté une grenade dans un bar associatif sans rien dire avant de prendre la fuite. La police le recherche toujours activement. Le ministre de la Santé Yannick Neuder s'est rendu au chevet des victimes au CHU de Grenoble et tout le monde n'était pas tiré d'affaire en milieu de journée. On parle de 15 blessés avec 6 qui étaient en urgence absolue. 3 blessés ont été opérés cette nuit et parmi ces 3 blessés, au moins 2 sont encore avec un pronostic vital engagé au moment où je vous en parle et un blessé sera opéré ce matin du fait de la violence de cette agression. Yannick Neuder, ministre de la Santé au micro de l'AFP au CHU de Grenoble. Philippe Bilger, on va en parler bien sûr dans le grand débat, c'est terrible et on ne sait pas, apparemment ça n'est pas terroriste, mais il n'empêche, c'est aussi grave que si ça l'était. Bruno Pomar. C'est inquiétant, on voit ce qui s'est passé aussi à Munich, je veux dire, c'est pas que la France, c'est l'Europe entière qui s'ensauvage totalement. Alors est-ce que c'est une affaire de terror ou est-ce que c'est une affaire de communauté qui s'affronte? Intervenu quand vous étiez au raid contre des hommes qui maniaient la grenade, ça a déjà arrivé dans votre carrière? Non, très sincèrement, c'est fait en Suède il y a quelques années, mais je n'ai pas souvenir, moi, à part des fusils d'assaut et des armes, que des terroristes ou des gens s'attaquent à la grenade. Donc c'est quand même tout nouveau. Pierre-Yves. Donc il y a une sorte d'escalade de la violence ou de banalisation de drames comme cela. En fait. À quand le RPG 7, quoi, on se demande. On va en reparler, bien entendu. Allez, le deuxième mot, voiture, avec cette autre attaque, cette fois-ci en Allemagne. Les victimes étaient venues manifester à l'appel d'un syndicat du secteur des services à Munich ce matin lorsqu'une voiture leur a foncé dessus. L'attaque a fait une trentaine de blessés, dont plusieurs grièvement. Le suspect, un demandeur d'asile afghan âgé de 24 ans, va être renvoyé chez lui, promet le chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Il est très important pour moi de faire passer ce message. Toute personne qui commet des crimes en Allemagne sera non seulement sévèrement punie et envoyée en prison, mais elle devra aussi s'attendre à ne pas pouvoir rester en Allemagne. Et ça s'applique également aux pays où il est très difficile de rapatrier quelqu'un. Donc, de mon point de vue, c'est très clair. Ce criminel ne peut pas compter sur une quelconque clémence. Il doit être puni et doit quitter le pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz avec la traduction de François-Louis Bourneau pour Sud Radio. On rappelle qu'il va y avoir des élections législatives très prochainement, des élections générales en Allemagne. On sent, Philippe, qu'il y a une fermeté un peu partout en Europe. Parce qu'on lui a beaucoup reproché au chancelier de n'être pas assez ferme. Et puis il a besoin de remonter aussi sur le plan politique. Et la fermeté est un des paramètres essentiels dans tous les pays de la possibilité de remonter dans l'opinion publique. C'est le deuxième attentat en Allemagne en quelques semaines. Mais en même temps, il y a cette fermeté dans le discours, mais dans l'action, on ne voit pas encore Je repense à tous ces grands discours de fermeté, notamment en France, sur le sujet de l'immigration et sur l'impasse administrative, juridique, pour renvoyer. Là, le Premier ministre, le chancelier, s'engage à ce que ce terroriste, cette personne, soit rapatrié dans son pays d'origine. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? C'est un vrai sujet quand même.
Oui, non, mais le sujet, oui, exact. Attendons le résultat, je dirais. Ou sinon, il faut aller voir les méthodes de Trump pour qu'on puisse rapatrier rapidement dans leur pays, comme on l'a fait avec le Mexique, les gens qu'on ne veut pas sur le pays. Trump, il a fait. Surtout, Olaf Scholz précise, même dans les pays où c'est difficile à faire. Ouais. Vous avez déjà ramené des gens dans le... Oui, je l'ai fait à Sanaa. Il y a très longtemps, j'étais au Raid. Oui, tout à fait. Sanaa, c'est la capitale du Yémen. Je vais y arriver. Du Yémen, oui, ça s'est déjà fait, des expulsions. Et vous avez pu ? Oui, il y a très longtemps, oui. Alors il y avait, je ne sais plus les raisons pour lesquelles le Raid escortait ces gens-là, mais on avait réussi à le faire. Mais vous êtes bien allé à Sanaa, Bruno, comme vous aviez l'air d'éviter. Oui, merci. Mais on voit avec l'Algérie ce qui s'est passé avec le... Ça sent la fausse intervention, ça sent le mensonge à plein nez. C'est ce que vous avez dit à certaines personnes, mais visiblement vous n'y étiez pas. Chérie, je reviens dans 48 heures. Je vois ce qu'elle veut dire d'ailleurs. J'étais en vacances. Exactement. Le troisième mot de l'info, c'est pof, mon cher Félix, le Parlement qui vient d'adopter définitivement leur interdiction. Oui, le Sénat adopte à son tour l'interdiction de ces cigarettes électroniques jetables, pré-remplies et non rechargeables, souvent colorées, bon marché, au parfum sucré. Bref, elles avaient un peu, faut le dire, été inventées sur mesure pour les adolescents. La France devient donc le deuxième pays européen à les interdire après la Belgique. C'est une bonne chose, nous dit le président des buralistes, Philippe Coy. Une bonne chose si tout le monde joue le jeu. Nous avions validé cette démarche d'interdire la puff à usage unique, qui est un produit marketing qui a été réalisé pour séduire des consommateurs très jeunes avec des goûts structurés pour les séduire. Le marché de la vape, il est un marché d'adultes. Ça fait un an que ce débat tourne en rond. Nous attendions avec beaucoup d'impatience que la situation soit clarifiée. Interdiction, oui, mais qu'elle soit respectée sur l'ensemble des canaux, chez les buralistes, dans les solderies, mais également sur Internet. Aujourd'hui, c'est toujours une facilité de recourir à une interdiction. Nous souhaitons plus de prévention et par contre, je veillerai à ce que l'interdiction soit appliquée partout. Le président de la Fédération des buralistes, Philippe Coy, Philippe Bilger, rangeait donc cette puff que je ne saurais voir. Moi, alors, on en avait déjà parlé et il y a tous les goûts. Oui, c'est ça. Les goûts sucrés pour adolescents, comme vous. Oui, alors, je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai pas commencé par Vous n'avez jamais fumé une cigarette à côté ? On m'a obligé quand j'étais en troisième et j'ai détesté ça. Et autour de moi, on fumait trop. Donc ça m'a... Pas même du cannabis, Philippe ? Mais encore moins. Je le vois bien acheter dans une unité du cannabis. Et sauf quand je me prépare à rencontrer certains contradicteurs. Ah, vous êtes fumeur ? Oui, ça m'arrive. Ah, c'est ça ce teint alors. Ah, d'accord. On le fait culpabiliser. Il arrêtera, il va arrêter de fumer. Ça fait longtemps que vous fumez ? Ça fait, ça fait quelques années, mais je me suis arrêté pendant 7 ans. Ouais. Ah, très bien. Normalement, si vous arrêtez avant 40 ans, c'est bon signe. Ok, merci. C'est gentil. Et vous, Bruno ? Non, j'ai jamais fumé, mais j'ai d'autant moins fumé que ma maman est morte à cause de ça, 64 ans. Donc c'est un peu triste, ce que je veux dire. Donc ça va un peu marquer. Ça vous motive. Encore une fois, ces lois. Moi, je veux bien entendre tout ça. C'est de la santé publique, c'est la santé pour nos enfants. Mais avec les sites internet, on le voit d'ailleurs, on n'arrête plus rien. Les cigarettes de contrebande, ça continue de plus belle. Même si on dit qu'il faut interdire d'acheter des cigarettes par les mineurs, etc. Enfin, on se rend compte qu'il y a... tout est possible. Et ça, c'est inquiétant. Mais qu'on l'interdise sur le principe de l'interdire, à mon sens, oui, pourquoi pas. Et puis, je tiens à rappeler quand même que la contrebande de cigarettes finance aujourd'hui le terrorisme. C'est important de le savoir pour ceux qui achètent des cigarettes. Et vous avez fumé, vous, Cécile ? J'ai crapoté pour faire genre. Voilà, pour faire. Je suis hyper adulte. Je suis une grande. Yes. Voilà, mais non, c'est pas Vous avez bien mon fait délire. d'en rester là. Oui. Et vous, Jean-Marie ? Moi, j'ai arrêté de fumer, ça se voit d'ailleurs. Non, j'ai pris quelques kilos. C'est ça, d'accord. Et j'ai arrêté avant 40 ans. Pardon, Jean-Marie, je ne voulais pas rouvrir une plaie, je suis désolée. J'ai arrêté il y a 20 kilos, exactement. C'était la semaine dernière. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous revenez. On va vous offrir un beau cadeau, puisque avec Sud Radio et Futuroscope, nous vous offrons, bien entendu, des cadeaux de rêve. Votre séjour au parc du Futuroscope pour 4 personnes en famille, pour 2 adultes et 2 enfants de 5 à 12 ans, comprenant donc l'entrée au parc pour 2 jours consécutifs, une nuit à l'hôtel au Futuroscope et les petits déjeuners et l'accès au spectacle nocturne. Vous avez vu, la liste est longue quand même. C'est énorme. C'est bon, hein ? Franchement. Comme vous êtes là, Jean-Marie Bordry, un chiffre entre 0 et 10. Allez, un chiffre entre 0 et 10, on va dire le 6. 6e appel au standard. Je vous le dis tout de suite, vous avez 6 minutes.
Pas plus. C'est comme ça. Allez, ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lissette. On vous remercie en tout cas. Bonne chance à tous et on revient dans un instant avec le grand débat du jour. Trump-Poutine, négociation sur l'Ukraine, l'inquiétude de Kiev, satisfaction à Moscou. Exactement. L'Ukraine est-elle l'otage des grandes puissances? Trump fonce, Moscou jubile et Kiev s'inquiète. À tout de suite. On en parle avec Jean de Glianisti dans un instant, ancien ambassadeur de France en Russie. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Cécile de Ménibus. Avec Cécile de Ménibus jusqu'à 19h au moins pour avec les vraies Jean-Marie voix. Bordry surtout. Avec plaisir. Ouais. Jean-Marie Bordry, en tout cas entouré de Bruno Pomar. Qui rigole. Vous risquez rien? Non, on risque rien. On est protégé par un homme du raid. Écoutez, c'est bien quand même. C'est pas mal. Pour des forcenés comme nous. Ouais, bah il est plus très raide, moi je vous le dis. Ah super. Il est plus mou que raide. Super. T'es content d'être venu. Il est comme Sacha Guitry dont parlait Van Trump. Avec Pierre-Yves Martin qui est avec nous et Philippe Bilger. Bien entendu, on vous souhaite la bienvenue avec Jean-Marie Bordry jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise. Le nouveau président est une personne intelligente. Le Kremlin a pu contribuer à faire que Trump arrive à la Maison-Blanche. Trump veut se débarrasser de la guerre. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Je leur promets le feu et la fureur. Donald Trump et Vladimir Poutine vont donc se rencontrer pour négocier sur l'Ukraine, inquiétude à Kiev, mais aussi de l'Europe qui craigne un accord dans le dos des Ukrainiens. Satisfaction du Kremlin, mais aussi de la Chine. Trump juge déjà irréaliste une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, est-ce que l'Ukraine est devenue l'otage des grandes puissances? Est-ce que l'Ukraine a raison de s'inquiéter d'un accord qui se ferait sur son dos, ou alors d'une victoire en trompe-l'œil de la Russie, mais qui parviendrait quand même à faire croire au monde entier qu'elle a gagné sa guerre, elle qui voulait prendre Kiev en 3 jours? On va en débattre avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Jean de Glianisti. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, auteur notamment de ce livre Géopolitique de la Russie, qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol. On a même 40 fiches formidables illustrées pour comprendre le monde. Philippe Bilger. J'ai toujours été persuadé, mais ça n'est pas le signe de la validité de ce que je dis, que Donald Trump était capable de nouer ou dénouer un certain nombre de crises internationales pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est évident que depuis qu'il s'est penché sur l'Ukraine, eh bien quelque chose est en train de bouger. Ce qui me fait très peur, pour répondre très directement à la question de Sud Radio, c'est que les modalités qu'il a choisies, c'est-à-dire un dialogue de très haut niveau entre l'envahisseur et lui-même, induit très profondément le fond dont on va débattre. Et j'ai très peur qu'en effet, il y ait un dindon international de la farce, que ce soit le président Zelensky qui, pour que Donald Trump tienne une promesse, risque de perdre infiniment dans le dialogue de haut niveau qui va être mené. Il y a aussi peut-être un deuxième dindon de la farce, c'est l'Europe, dans cette configuration internationale, parce que je suis un peu frustré de voir que l'Europe diplomatiquement n'existe pas du tout. Ouais. Et je suis un peu très inquiet, comme vous, Philippe, de ce rapprochement américano-russe. Ça fait, on va régler ça entre nous deux. Sans on efface tout, sans la France, sans voilà. Et donc du coup, il y a une vraie inquiétude sur la légitimité des autres acteurs. Même l'Inde, je ne sais pas quelle position elle peut prendre par rapport à ce concert international, mais il serait intéressant quand même que de grandes puissances puissent exprimer au moins leur tonalité sur ces sujets-là sans laisser faire le duo Trump-Poutine. Oui, mais en même temps, je veux dire, l'annexion du sud et de l'est de l'Ukraine qui est pro-russe, elle est faite déjà, je veux dire. Oui, elle est faite.
Donc est-ce que c'est pas un compromis à la limite que voudrait laisser faire, je dirais, Zelensky? Enfin, je sais pas, hein, je vois les choses comme ça. Ça reste débattu. Mais oui, je pense que c'est la meilleure solution, avec évidemment derrière sûrement des intérêts économiques aussi pour l'Ukraine. Je pense que Trump, encore une fois, mais tu l'as dit, Philippe, c'est que a du poids par rapport à l'Europe. Il a dit, il est à peine élu, il dit on va régler le problème. Et visiblement, c'est en train d'aboutir. Jean de Glignasti. Attendons un petit peu de voir. Est-ce qu'on est face à une première victoire diplomatique de la Russie? Moi, je crois que la première défaite de la Russie, c'est la défaite la plus grave. C'est celle qu'elle a souffert en février-mars 2022 quand elle n'a pas pu conquérir Kiev. Donc ce jour-là, la Russie a perdu l'Ukraine. Elle n'a pas perdu toute l'Ukraine, mais elle a perdu l'essentiel de l'Ukraine. Elle n'a pas pu prendre Odessa. Et donc, nous avons avec l'Ukraine, même dans ses frontières ou ses limites actuelles, plus exactement, un pays autonome, pro-occidental, qui produit du blé et des matières premières et qui peut les exporter. Donc un pays totalement viable et pro-occidental. Ça, c'est la défaite première, définitive. C'est ce qui restera d'ailleurs de cette guerre. Alors ensuite, il faut pas être surpris, ça fait très longtemps que même Biden disait qu'il faudrait un moment, en tout cas l'équipe de Biden, des concessions territoriales, et même Biden ne voulait pas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, en fait, la surprise des Européens actuellement est une surprise qui est surprenante, à vrai dire, parce que ça fait 4 mois que même Biden disait la même chose que Trump, sauf qu'évidemment, Trump le dit de façon plus brutale. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que l'Europe soit entièrement hors jeu. Bien sûr que Poutine se lèche les babines, si j'ose dire, de négocier directement avec Trump. Mais quand on en arrivera aux choses sérieuses, il faudra des garanties de paix. C'est ça ce qui fondera l'accord et la solidité de l'accord. Et ces garanties de paix, il n'y a que l'Europe qui peut les donner. D'ailleurs, les Américains ont dit eux-mêmes qu'ils ne le feraient pas. Donc c'est aux Européens. Et c'est quoi une garantie de paix, Jean de Glignasti? Parce que après tout, on demande des garanties de paix à la Russie sur une ligne de cessez-le-feu, c'est ce qu'on va demander. Alors même qu'elle ne respectait déjà pas les frontières avant la guerre. Donc oui, mais s'il y a, il n'y aura pas de garantie de paix sur une ligne de cessez-le-feu. Il faudra un accord parce que sinon les Russes n'en voudront pas. Si c'est des garanties de paix qui sont considérées un contingent de 40 000 hommes, comme les Anglais et les Français l'ont envisagé, si c'est envisagé dans un cadre hostile et sans un accord de la Russie, ça n'est pas viable. C'est un acte, enfin, ça risque de conduire à la guerre, à un affrontement entre les troupes occidentales et les troupes russes, ce dont personne ne veut. Donc ça sera dans un accord, dans le cadre d'un accord, et là, cet accord, les Russes y auront souscrit. Alors que les lignes de cessez-le-feu en 2014, dans le Donbass et le Donetsk, c'était des lignes de cessez-le-feu de facto. Elles n'ont pas été entérinées par quelque accord que ce soit. Monsieur l'ambassadeur, j'entends bien que le précédent président était prêt aussi, peut-être le moment venu, à faire des concessions, mais est-ce que, en voyant la relative complaisance de Vladimir Poutine à l'égard de ce président Donald Trump, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le premier est persuadé que Donald Trump, pour obtenir un succès diplomatique, sera prêt à concéder au-delà de ce que l'Ukraine pourrait supporter? Alors, évidemment, d'abord, il y a la dimension du terrain. Jusqu'à présent, la pression sur le terrain était en faveur des Russes et on pouvait penser que chaque jour qui passait augmentait l'avantage russe. Alors en ce moment, on est dans un point un peu bizarre parce que d'équilibre, parce que les Ukrainiens marquent des points et donc Poutine n'a pas peut-être pas intérêt, en tout cas, à faire durer le plaisir de façon à marquer le maximum de points sur le terrain. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Deuxièmement, c'est clair que
Poutine sait très bien que la priorité de Trump, c'est le dialogue avec la Chine et que pour lui, l'Ukraine, c'est pas si important que ça finalement. D'ailleurs, Obama disait la même chose dans le temps. Et donc il va en jouer aussi, hein, et donc il peut être tenté de tergiverser. Cela dit, Trump est en train d'attaquer, en tout cas a menacé, il est en train d'attaquer, il a menacé d'attaquer plus fort les Russes dans un secteur qui est particulièrement sensible, qui est le secteur des ressources tirées des hydrocarbures, parce que le dernier paquet de sanctions américains pris par Biden, mais avec l'accord de Trump, c'est-à-dire les sanctions contre la flotte fantôme, ont conduit déjà à des premières conséquences assez graves, puisque les ports chinois et les ports indiens, qui sont le marché de remplacement de l'Europe pour le pétrole russe, n'acceptent plus les tankers fantômes. Et on a vu à un moment les ressources russes diminuer. Elles sont reparties à la hausse d'ailleurs dans les dernières semaines, curieusement, mais il n'en reste pas moins qu'il y a là un levier très fort qui n'a pas été utilisé complètement par Trump, et donc il a des moyens de pression encore. 0826 300 300. Cédric qui est toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. J'écoute. Vous avez la parole, Cédric, justement. Moi, ce que j'aurais voulu entendre de la part de votre invité, c'est s'il pouvait répondre à la question. Alors, c'est vrai qu'il était ambassadeur de la France en Russie, mais ce qui a provoqué cette grosse panique, c'est parce qu'en fait, Boris Johnson et Monsieur Biden ont dit, lorsque la Russie avait trouvé un accord avec, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines après l'invasion, avec l'Ukraine, Biden et Boris Johnson ont dit, si accord, on vous aide pas. Donc quelque part, et il avait le cul dans la mer, façon de parler. Donc Zelensky, il a dit, je vais avoir du pognon de partout, donc quelque part, je vais faire ça. Peut-être qu'on peut gagner, et puis voilà. Et moi, je trouve ça d'une aberration complète. Et finalement, ce qui empathie en Europe, c'est énormément, et là, on peut pas me dire que je dis des bêtises, c'est l'agriculture française, notamment, parce que en fait, ils en profitent. L'Ukraine en profite pour balancer des millions de tonnes de transgéniques, de céréales transgéniques en France, des poulets qui n'ont ni queue ni tête, façon de parler un peu ça, c'est rigolo, mais c'est pas si drôle que ça, puisqu'en fait on n'a pas les mêmes réglementations en France et en Ukraine, et nous on se nourrit de ça, et ça fait plaisir à tout le monde apparemment. Moi je suis contre ça. Je suis allé, lorsque c'était la période de Noël, je suis allé chercher un gigot d'agneau qui avait marqué Nouvelle-Zélande. Et à Intermarché, au-delà de l'agriculture, en tout cas, ça vous dérange pas de marquer ça? Cédric, ce que vous dites au-delà de l'agriculture, c'est qu'on a peut-être raté une occasion de faire un cessez-le-feu plus tôt. Est-ce que c'est vrai cette histoire, Jean de Lignasti? Les avis sont très partagés là-dessus. Moi, je pense que oui, on a manqué une occasion. On a manqué une occasion, mais une demi-occasion. C'est-à-dire que je pense que monsieur faisait allusion au quasi-accord, en tout cas au résultat des négociations d'avril 2022 à Istanbul. Et là, en fait, d'après les révélations du New York Times, il restait en gros 3 points à couvrir par un accord, et qui était réservé à un sommet Zelensky-Poutine. Ces 3 points, c'était justement les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les effectifs de l'armée ukrainienne, et une question de survol, enfin d'interdiction de survol en cas de violation de l'accord. En fait, il semble que ce soit plutôt l'Ukraine qui ait refusé de participer au sommet après le massacre de Boutcha, et sous les conseils pressants de Johnson en disant qu'il lui disait qu'il allait gagner la guerre. Mais je ne suis pas sûr que les Russes étaient prêts à un sommet de ce genre. Il faut noter qu'à l'époque, l'Ukraine quand même gagnait du terrain, avait défait l'offensive russe, et que l'Ukraine était tentée de penser peut-être qu'elle pourrait aller plus loin et récupérer la Crimée.
Mais on est passé, je crois, pas très loin d'un accord, c'est mon avis personnel. Pierre-Yves Martin. Juste une question, monsieur l'ambassadeur, je reviens sur ce que disait Pierre-Yves Martin tout à l'heure, et c'est vrai que tout le monde en parle. Le silence finalement d'Ursula von der Leyen, le silence d'Olaf Scholz, le silence d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne pèse plus du tout. Hors jeu, ouais. Nous avons fait une erreur que malheureusement l'Europe fait souvent, et qui est plus qu'une erreur, qui est la manifestation de l'impuissance de l'Europe, c'est-à-dire on paye l'orchestre sans décider de la musique. C'est joli, c'est pas mal, c'est joli ce que vous dites. Il exige. Voilà. Alors, cela dit, la cause n'est pas perdue, parce que de même que l'accord de 2022, enfin le quasi-accord de 2022 a échoué sur la question des garanties, cet accord-là ne sera valable que s'il y a des garanties de sécurité suffisantes. Or, comme les Américains ont dit qu'ils ne voulaient pas y participer, eh bien, il ne reste plus que les Européens. Et donc, certes, le cadre de l'accord sera défini sans nous, par les Russes et les Américains. Mais c'est le soldat qu'on mettra face aux Russes. Les Ukrainiens, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, le moment venu, le coup d'après, pour que l'accord soit valable, il faudra l'Europe. Pierre-Yves Martin. Oui, moi j'avais une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que Zelensky, dans le cas où Trump et Poutine se mettent d'accord tous les deux, est-ce que Zelensky a la capacité de résister, de dire non à cet accord, et est-ce qu'il peut compter sur d'autres pays soutien dans ce refus, dans ce non-alignement, ou est-ce que l'accord que pourraient trouver les deux pays, Amérique et Russie, sera de toute façon plus fort que tout, et voilà. Alors, moi j'ai le sentiment que pour une part de Zelensky souhaite l'accord imposé par les Américains, parce que Zelensky, il a incarné le patriotisme, l'indépendance, l'érection de l'Ukraine en tant que grand État indépendant. Mais il a aussi incarné la guerre. Et cette guerre, ça a fait des dizaines de milliers de morts, et ça a dévasté le pays. Et donc il ne peut pas dire de lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a démissionné quand elle a dit nous aiderons l'Ukraine tant qu'elle le voudra et tant qu'elle souhaitera de l'aide, parce qu'en fait Zelensky ne peut pas dire on va arrêter alors que le pays est complètement dévasté, qu'il a perdu des centaines de milliers. Alors finalement, quelque part, ça l'arrange que puisse dire à ses compatriotes, vous savez, moi, on a failli gagner, mais bien sûr, les Américains sont là, et vous allez voir, on va avoir de l'argent, on va rentrer dans l'Union européenne, etc. Donc il y a un nouveau paquet politique qui se dessine et qui permet à Zelensky de faire valoir qu'il n'a pas conduit son pays à l'échec. Dans quel état, Jean de Le Glignasti, la Russie sort de ces 4 ans? Oui, est-ce qu'elle est affaiblie On ne sait pas encore joué. La Russie, contrairement à ce qu'on pense, a connu un renforcement très fort ces 2 dernières années. D'abord sur le plan économique, parce qu'elle avait des taux de croissance qui sont plus du double de ceux des pays occidentaux, et on a récemment eu les chiffres de 2024, 4,1%, c'est-à-dire 4 fois le taux de croissance de la France ou de l'Allemagne. Ensuite, le revenu réel des citoyens russes a augmenté pour la première fois depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, la production a augmenté. Ils ont contourné les sanctions. Ils ont cristallisé un Sud global hostile à l'Occident, donc un petit chef-d'œuvre diplomatique. Alors, ça, c'est jusqu'à maintenant. Mais on sent bien que maintenant, il commence à y avoir des fissures, et que le vernis craque. Effectivement, le pétrole se vend plus aussi facilement, et puis l'inflation, et puis les taux d'intérêt à 21%, plus personne n'investit en Russie. Il va falloir trouver, ils ont trouvé, mais c'est partiel, des formes
pour inciter les gens à investir. Une victoire donc et à puis l'Empire russe. l'alliance de la Russie et de la Chine, l'accord ou l'amitié avec la Chine risque de devenir encombrante. Et puis le manque de technologie. Et puis peut-être que les Russes en ont assez d'un système qui est de plus en plus autoritaire et dont le caractère de plus en plus autoritaire est justifié par la guerre. Et c'est d'ailleurs Donc, à lire dans votre livre, Jean de Glignasti, Géopolitique de la Russie, qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez là, Cédric, bien entendu. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. C'est le moment le plus beau de Les vraies l'émission. voix, chers amis, ensemble jusqu'à 19h avec Jean-Marie Bordry. Aujourd'hui, pour remplacer notre Philippe David qui reviendra demain, bien entendu. J'espère qu'il va venir avec des fleurs demain, non? C'est la moindre des choses. Des chocolats, des fleurs. C'est une grande date demain. Voilà, un bon d'achat de 3 000 € pour acheter des bijoux. Enfin, la moindre des choses, non? On est d'accord? Oui, C'est ça. Hein, j'espère que vous allez le charger un peu. Oui, Attention, la barre est haute, attention. La liste des courses. Oui, la liste des courses. Mais je n'ai pas fini. Hein. Pour l'instant, c'est la première C'est partie. le début de la Saint-Valentin. C'est ça. C'est le prélude de la Saint-Valentin. Les Cédric préliminaires. est avec nous. Cédric, c'est à vous de lancer le jingle. Eh ben, on y va quand tout le monde est prêt. Eh ben, on est prêt. Ready. Eh ben, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On est toujours prêt, nous, vous savez, Cédric. Le qui c'est qui l'a dit, 3 points, écoutez bien. Je n'ai jamais eu un Molière du meilleur acteur et c'est ce qui est quand même étrange, pardon. Hein, moi, je dirais Emmanuel Macron. Non. Ah non, c'est merde. Non, pas du tout. Excusez-moi. Non, qui a pu dire ça? Meilleur acteur. Philippe Bilger C'est devrait pas l'avoir. Daniel Auteuil. des Non, gens c'est comme un, ça. c'est un grand acteur. Un grand acteur. Oui, Le ça. Jardin. Non. Lindon. Non. Son prénom est Pierre. Pierre. Lelouch. Richard. Non. Lelouch. Pierre Arditi. Bah, Ah oui. Mais c'est bien ce Ah oui, c'est bien Philippe. Ah oui, c'est bien sûr. Ah non, mais c'est dingue, on le connaît que lui. Allez, deuxième question. Bien Mon cher sûr. Cédric, qui c'est qui l'a dit? Nous ne pouvons pas continuer à être le pays le plus imposé au monde, qui dépense le plus tout en ayant le sentiment d'un échec retentissant sur les services publics. Qui a pu dire ça? Monsieur Rotaillot? Non, Bardella. non, c'est plus haut. Plus haut, Macron. Non, plus bas. Non, Bayrou. Qui a dit Bayrou? Moi. C'est Cédric, non? Pierre. Non, c'est moi. Pour une fois que Pierre-Yves l'a dit avant moi. Cédric, vous avez dit quoi? Il faut reconnaître. Moi, j'avais dit Rotaillot. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pierre-Yves Martin, 3 points. Bon, bah, je vais y aller, moi. Vous ne drôle pesez quand pas, il- c'est pas possible. Quand il y a un arbitre honnête, on Oui. discute pas. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le gouvernement cherche l'alliance avec l'extrême droite. Bompard? Pas mal. Pas loin. Pas mal, mais pas ça. Bano. Pas loin. Gaieté. Pas loin. Oh ben Mélenchon. Voilà, Cédric. Vous avez fait le tour de Pas Mélenchon. loin, c'est au milieu, c'est Mélenchon. Voilà, c'est ça. Exactement. On continue, mon cher Cédric. Qui c'est Allez, qui l'a dit? Je ne veux plus qu'il y ait des endroits où les ascenseurs tombent en panne pendant plus de 3 semaines. Ça fait 2 fois qu'elle le dit. hein. Quel le dit? Quel le dit? Qu'elle le dit. Ouais, c'est Ah ouais, je vois. Madame la ministre. Oui, avec les lunettes. c'est Dati, non? Non. Celle qui est en charge du dossier. Qu'est-ce que vous dites, Cédric? Ah non, c'est pas elle. Panier Runacher? Non. Non, mais comment Ministre il de la s'appelle? ville. Mais ouais, non. Ah, On la connaît pas. On la connaît pas beaucoup. C'est Ancienne pas... Elle a un porte-parole du nom Parti arménien, socialiste. non? Non. Non, c'est pas. Juliette. Médal. Oui. Madel. Presque. C'est pour moi le. Mais Pas mal. Adèle. Vous mettez le point, s'il vous plaît. Bon, ah non. Il a rien. Je suis un peu C'est dyslexique. quelqu'un qui a 0. C'est parce que je suis dyslexique, c'est pour ça que je me Non, on est obligé, Juliette on est obligé de lui mettre. Allez, à vous. Que celui qui n'a jamais bafouillé C'est à jette moi la première pierre. C'est à vous. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur Anne Hidalgo. Le bilan n'est pas très glorieux. Elle ne laissera pas un grand souvenir dans cette ville. Sachant qu'il y a 3 millions d'habitants. Rachida Dati. Ah bah ça c'est effectivement c'est Rachida Ouh, il est Dati. bon là. Hein. Ah ouais, c'est Ah bah, Oui, il mais domine. je sais qu'elle veut sa place, donc c'est notre solution. c'est ça. Bravo Cédric. On continue? Oui. Qui c'est qui l'a dit? Sur la présidentielle, Cédric, je cite, s'il y a plus d'un seul candidat du bloc central, le second tour risque de se passer sans nous. Qui a pu dire ça?
C'est Olivier Faure? Non, ça pourrait pas être Attal? Non. Ça aurait pu, mais non. Il a un nom de jockey. Jockey, Saint-Martin. Voilà. Yves. Non, pas Yves. Yves, le jockey. Le jockey. Mais le ministre, c'est Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin, oui. Ministre délégué du commerce extérieur. Oui, il était au budget avant. Allez, la dernière. Ça, c'est des petites blagues de Philippe David. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur les politiques. J'aimerais bien rentrer dans la tête de ces fous. C'est un comique? Il fait beaucoup de comédie. Jean-Marie Bigard. Non, je vous le donner dis, un indice. nulle part ailleurs. Ouais. C'est De Cône, Garcia. De Cône. Garcia. Oui, bien sûr. Loulou, vous avez un petit point. C'est Champagne bien. Sauveur ce soir. Ah ouais, Garcia, j'adore cet acteur. Eh bien, les amis, il n'y a pas de Fanny ce soir, puisque Cédric, 6 points, Philippe Bilger, 3 points, Pierre-Yves Martin, 6 points, et Bruno, non pas Rotaillot, mais Peumard, 3 points. Attention, je sais pas si un jour... à chaque fois que j'entends Bruno, j'ai l'impression qu'on va parler de moi. Mais vous jouez sur la confusion. Bravo, mon cher Cédric. Bravo. Vous avez été un très bon candidat. Je voulais remplacer Philippe David, mais apparemment c'est pas faisable. Non, pas tout de suite, on sait jamais sur un malentendu. Vous savez, personne n'est irremplaçable. Même moi, vous savez, il y a tellement de gens qui attendent. Qu'il soit pas là, si vous avez besoin, je peux, vous voyez là. C'est ce qu'on appelle boucher les trous, on va dire. C'est ça, bouchons les trous. Vous avez bien raison. Merci en tout cas, Cédric, d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal avec Rémi André juste derrière la météo, et on reviendra sur Gabriel Attal juste après les infos et sa loi sur la délinquance des mineurs. Est-ce que c'est le grand retour de l'ancien Premier ministre? On se posera cette question. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette seconde heure heure. Oh, je vais y arriver. Bon, ils sont fous, c'est pas grave. Vous ferez le tri comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, bien entendu, Bruno Peumard et notre ami Jean-Marie Bordry pour m'accompagner. Plaisir. Bien entendu, avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 ou le 6e appel, si je me souviens bien, de votre choix, Jean-Marie. Exactement, voilà. C'était le numéro 6. Exactement. Et c'est Fabrice qui est avec nous de Martigues. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir tout le monde. Eh bien, mon cher Fabrice, vous êtes le grand gagnant et on vous félicite. Et vous avez donc remporté votre séjour au parc Futuroscope pour 4 personnes en famille, pour 2 adultes, 2 enfants, comprenant l'entrée au parc pour 2 jours consécutifs, une nuit à l'hôtel au Futuroscope, les petits déjeuners et l'accès au spectacle nocturne. Super ça. Ah, génial. Génial. Voilà. Normalement, alors moi je vous le dis, Fabrice, le gagnant d'hier a hurlé. Ah. On attend de voir si vous hurlez plus fort. En fait, je suis au milieu d'une gare, donc je pense qu'on va prendre raison de plus. Criez terminus. Attendez, allez-y, on y va. Oui. Terminus. Bravo. Et maintenant que tout le monde vous regarde, alors que vous écoutez Sud Radio, c'est génial. Vous faites quoi dans la vie, Fabrice? Je suis comédien. Ah, très bien. Vous jouez super bien la joie, hein, je vous le dis tout de suite. Et vous nous écoutez depuis longtemps? Oui, ça fait pas mal d'années que j'écoute Sud Radio. Je trouve que c'est une radio libre d'esprit, ce que j'aime. Et ben voilà. C'est gentil. On un peu l'esprit des radios libres d'avant. Ouais. Eh ben écoutez, formidable. Allez, allez prendre votre train, on ne voudrait pas vous mettre en retard. Merci 1000 fois, Fabrice. Merci et puis bonne soirée. À très bientôt. Et bon voyage. Merci en tout cas. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite, on va parler de Gabriel Attal. Ouais, le retour de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui a réussi à faire passer sa loi sur la délinquance des mineurs. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ensemble avec Jean-Marie Bordry et autour de cette table bien fournie aujourd'hui. De qualité même. N'exagérez pas pour nos communs. Vous parlez des autres peut-être. Merci. Non, mais il valait mieux qu'ils disent du bien de lui. Sinon, qui l'aurait fait? Pierre-Yves Martin est avec nous et Philippe Bilger, bien entendu. Allez, tout de suite, un débat sur la délinquance des mineurs. Les vraies voix Sud Radio.
Je suis animé par une ambition, et une seule, servir, être utile à mon pays. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Et comment continuer à exister dans le paysage quand on a été trop brièvement un très jeune Premier ministre? Gabriel Attal a fait adopter par l'Assemblée une proposition de loi sur la délinquance des mineurs hier, avec notamment la remise en cause de l'excuse de minorité en cas de cas graves. Oui, exactement. Lorsque Gabriel Attal est de retour, est-ce qu'il marque son retour dans la vie politique ou du moins en plein centre de la vie politique? C'est la question qu'on va poser à notre invité Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour, bonsoir même. Il sera là dans quelques instants. Oui, il est sur le pas de la porte. Voilà, c'est ça. Avec cette question, délinquance des mineurs, la lutte de Gabriel Attal peut-elle exister après Matignon, Philippe Bilger? La loi, d'abord sa loi qui a été votée, on l'a dit hier, de mon point de vue, elle était très bonne. Elle n'était pas parfaite. Quelle loi pourrait l'être? Mais elle apportait beaucoup par rapport à la loi catastrophique de 2021. Ensuite, Gabriel Attal est tout de même une personnalité singulière. D'abord, tout le monde lui reconnaît un grand talent. Il est, me semble-t-il, indiscutable. Ensuite, il a été très déprimé par la dissolution dont on ne l'avait pas informé. Et puis, on l'a beaucoup moqué parce qu'on prétendait qu'il n'aurait pas de véritable densité intellectuelle, qu'il serait instable, qu'il choisirait, il changerait d'opinion comme de chemise. C'est peut-être vrai. Mais depuis quelque temps, me semble-t-il, il a pris un peu de densité. Et c'est à l'évidence un jeune homme encore, qui aura un futur politique et peut-être, qui sait, un jour présidentiel. Moi, j'aime les gens talentueux, qu'ils soient de gauche, c'est pour ça que j'aime Bruno, comme de droite. Si la gauche, pour vous, c'est Bruno Pomar, c'est intéressant. J'adore. Pierre-Yves Martin. Oui. On vous a entendu rigoler, Pierre-Yves Martin. Non, mais parce que j'adore quand Philippe Bilger parle de Gabriel Attal. Il a comme ça quelques personnalités qui sont proches de son cœur. J'ai l'impression. Il y a une sorte de passion qui s'exprime. En fait, je suis pas complètement d'accord avec toi, Philippe, parce que je trouve que Gabriel Attal, est quand même dicté par un impératif de communication. Et donc du coup, je peux pas m'empêcher à chaque fois de m'interroger sur le fond de sa démarche. Et voilà. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, après Matignon, c'est certainement été difficile pour lui d'exister. Je suis pas sûr qu'une loi, une approche comme ça législative, soit le meilleur levier pour exister dans la durée. Parce que dans quelques semaines, on aura déjà oublié. Et puis le troisième élément, c'est que une loi, c'est bien. Mais des moyens, c'est encore mieux. Et en fait, moi, je suis toujours confronté à cette justice qui traverse une crise de moyens, de valorisation. Et je me dis, qu'on remette une loi, c'est très bien, mais concrètement, est-ce que la justice a les moyens aujourd'hui, les ressources aujourd'hui, pour gérer toute cette évolution législative? Non, moi je dis non. Bruno Pomar. Je dis non. Moi, c'est vrai que j'aime bien Gabriel Attal. Je le connais plus personnellement pour avoir travaillé avec lui sur le SNU, qui malheureusement disparaît. Le service national universel. Le service national universel. Moi, je trouve que des lois, il y en a plein. Enfin, je passe sous le contrôle de Philippe. Des lois, il y en a. Il y a pour sanctionner les jeunes, il y a des établissements pour mineurs, il y a des centres éducatifs fermés, il y a des centres éducatifs renforcés. L'excuse de minorité. Ça fait pas beaucoup. Pardon. Vous avez déjà cité trois trucs là, ça fait pas une espèce d'accumulation qui finalement sert pas à grand chose. Oui, mais c'est des établissements, qui servent à recevoir des mineurs. Mais quelle est la vraie question? C'est que font les juges, quoi? Parce qu'au bout du compte, Philippe, vous savez mieux que moi, je veux dire, à un moment donné, c'est le juge qui décide de vous mettre ou non en prison. C'est pas vous ou moi, c'est pas la loi. La loi dit quelque chose et puis on applique. Et c'est là où il faut se poser une bonne question, c'est de dire comment prendre en charge cette problématique des mineurs. Évidemment, on voit de la violence, etc. Alors moi, je pense qu'il y a
aussi un coup de com' de la part de Gabriel Attal sur ce sujet-là. C'est évident, il a envie d'exister. Il se dit, c'est le moment parce qu'on parle que des mineurs qui poignardent, qui tuent des gens, effectivement. Mais c'est très cynique si c'est ça, pardon. Pardon ? C'est très cynique si c'est ça. Oui, mais les lois existent. Bon, excusez-moi, on les met en prison, ces mineurs. Les établissements pour mineurs, ou on les adapte, les établissements pour mineurs. Mais tout ça existe. Qu'est-ce qu'on fait ? Si les juges décident demain de dire, il est trop jeune, il est pas assez jeune, ou je ne sais quoi. Enfin, je crois que c'est ça avant tout. L'idéologie de la justice, d'une certaine partie de la justice, nous plombe considérablement. Donc on peut inventer tout ce qu'on veut. C'est comme le coup des EQTF. On les renvoie, on ne peut pas les renvoyer parce que la loi ne le permet pas. Ok, à un moment donné, les juges ont une responsabilité, mais qui est essentielle. Alors est-ce qu'il ne faut pas, pour éviter que ce soit un seul juge qui décide, qu'on mette 3 juges ? Alors on sait qu'on a des problèmes d'effectifs, mais enfin, je sais pas. Il y a des choses qui existent, on n'est pas capable de les appliquer. Quand un jeune fait une connerie, on le fout dans un centre éducatif fermé, on renforce peut-être ces centres éducatifs fermés parce qu'ils ne sont pas tous parfaits. Moi j'en ai un sur mon site, ça a été une vraie question sur le sérieux de cet établissement, mais pour autant on a des possibilités, encore une fois, de mettre des jeunes dans des structures, de les encadrer, de les rééduquer. Alors concrètement dans cette loi il y a plusieurs mesures, notamment l'atténuation de l'excuse de minorité, la comparution immédiate qui est facilitée, la responsabilité responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés pour leur enfant. En gros, faire payer les enfants, leur faire payer une amende civile. Mais aussi, ça existe déjà, je crois. Mais est-ce que c'est appliqué ? Non, mais bien sûr. C'est la question. Mais parce qu'on hésite toujours pour la responsabilité des parents. Mais là où je rejoins Bruno, c'est moins le fait que les magistrats ne décident pas de les mettre dans les centres, c'est qu'il y a une regardez ceux qui avaient tué le Elias là. Il y avait des choses contre eux. Elles n'ont jamais été exécutées. Rien n'a été exécuté. C'est le gros problème, plus que l'exécution des peines pour les adultes comme pour les enfants. Et pourquoi elles ne sont pas exécutées ? Mais parce qu'on prétend qu'il y a des problèmes de moyens. Donc c'est faux. Mais là, le point de vue que j'ai est totalement singulier. Même quand j'étais magistrat, j'avais l'impression que le problème des moyens devenait un véritable alibi. J'en avais marre. J'en avais assez. Mais quand on veut, attendez, parce qu'on comprenne bien, un problème de moyens, à quel niveau en fait ? Je dirais, il n'y aurait rien de choquant si on augmentait, par exemple, les centres éducatifs fermés, si on augmentait les magistrats, si on augmentait ceux qui sont autour des magistrats. Mais, comme le dit Jean-Marie, j'ai tendance à considérer que lorsqu'on veut vraiment, on le peut. Et bon, donc on veut pas. Mais regarde, on veut pas. Regardons, on parle des courtes peines. Moi, je suis favorable aux courtes peines. C'est-à-dire, tu fais la première fois, tu fais une connerie, tu pars un mois de immédiate. Oui, immédiate. Oui, d'accord. Mais quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Un mois où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre des centres, moi je peux bien recevoir, j'ai un domaine où je reçois des jeunes toute l'année, à la limite, je peux en enfermer pendant un mois, mais après ça, on les enferme. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les rééduque, on leur apprend les choses, on leur apprend les règles de la vie pendant un mois. Mais le simple fait, à la première incartade, premier délit, de les mettre même 15 jours en prison, comme le dit le pédopsychiatre Maurice Berger, c'est décisif. Alors attention aussi la santé mentale de certains jeunes, parce que quand même pour en avoir moi depuis des années en stage de rupture etc, on a des jeunes, les jeunes que je recevais il y a 34 ans sur Aide Aventure sont plus les jeunes que je reçois maintenant. C'est-à-dire ils deviennent hyper durs. Moi j'ai des éducateurs spécialisés qui sont formés pour aller vers ces jeunes. Vous avez un exemple concret par exemple de scène que vous voyez violent, vous voulez dire ? Oui, dans le comportement. Arrêtez-nous. Dans le comportement des jeunes qui pètent les plombs facilement parce que ils n'ont pas assez de mots pour s'exprimer, et ils réagissent par la violence, ils se battent, mais de façon... enfin, j'ai eu des expériences, heureusement, qui se sont vite arrêtées parce que j'ai des équipes solides, mais que j'ai pas connues il y a 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes psychologiques. On le voit avec le gamin, là, le petit gamin qui a tué. Ce gamin, c'est un introverti. De petite Louise, on peut le rappeler. Owen le Grand. Ce gamin était introverti. Quand on voit tout le déroulement de sa vie, introverti à l'école, peut-être même un peu, il a joué les racailles parce que en étant introverti à un moment donné il s'est dit moi je vais là, et puis à un moment donné il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il poignarde 15 fois cette gamine, avec un tout ça avec les jeux vidéo etc, et pourtant il a un encadrement familial qui paraît tout à fait normal, un père banquier, une mère DRH, on est fou, ces gens-là il faut les prendre en compte, vraiment les encadrer. C'est là où on pêche, il faut de l'humain derrière pour tout ça. Merci beaucoup messieurs. Philippe Bilger, dans un instant le tour de table de l'actu.
les chauffeurs de bus agressés. Avec vous, Pierre-Yves Martin, votre... concentrez-vous. Je parle avec mon ami. Bah oui, c'est à vous de parler, votre sujet. Alors voilà. Non, mais moi, c'est la cohérence de l'écologie. Vous allez nous parler de très bien. Pomard, monsieur Pomard. L'excellent projet de loi de Madame Ercélia Soudé. D'accord. Encore une fois, Pierre-Yves Martin, vous pouvez continuer votre conversation. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. Et on est en pleine forme ce soir sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus qui arrive. Elle est en train de se pomponner, elle a raison. Ouais. Demain est un jour mais quel mytho, mais quel pas possible. Maintenant, on n'a même pas besoin. C'est dingue. C'est pas vrai. Il faut tout cultiver en totale sincérité. Ouais, c'est ça. Oui, mais expliquez, j'ai pas compris. Non, en fait, il est en train de dire que chacun doit me flatter. C'est ça qu'il dit. Cécile n'avait pas besoin de se pomponner parce qu'il y a une matière première qui est tout à fait intéressante. Un matériau brut. Il y a quand même du béton armé. Non, mais il y a quand même des kilomètres au compteur, je vous le dis quand même. Non, il n'y a pas tant de boulot que ça. Allez, bienvenue à tous avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Bruno Pomard, bien entendu. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette tableur des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Je me laisserai pas de ce jingle. Surtout la voix de Jean-Pierre Mariel, c'est toujours émouvant. Très bon. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur les chauffeurs de bus de plus en plus agressés. Que ça date un peu depuis les chauffeurs. En 3 ans, les agressions contre les chauffeurs de bus ont augmenté, tenez-vous bien, de 103%. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, on peut le constater lorsqu'on prend le bus. Je dirais que parfois les chauffeurs de bus ne sont eux-mêmes pas très urbains, mais en général, ils sont polis quand on leur dit bonjour. Mais là, apparemment, non seulement il y a des voyageurs qui parfois s'en prennent aux chauffeurs de bus, mais j'ai appris que la plupart des incidents ou des violences viennent des automobilistes qui circulent autour du bus et qui s'en prennent aux chauffeurs de bus comme s'il était responsable de tout ce qui encombre, entrave ou ralentit. Et vous n'imaginez pas le type de violence. On crache sur le chauffeur, on fait des choses ignobles, manque de présence humaine dans les bus, c'est clair, et vraiment un gros problème quand on voit les gens, leur travail difficile, et qui n'ont même pas la certitude d'avoir des citoyens face à eux corrects et urbains, si j'ose dire. Et pourtant, Philippe, les chauffeurs, malheureusement, on les a mis dans une espèce de bunker. Dans certains cas, ils sont enfermés carrément dans une bulle. Alors qu'avant, avec le chauffeur, on pouvait même parler avec lui facilement. C'est pas normal. Ce qui fait peur. Alors il y a aussi maintenant des boutons d'urgence. Mais où va-t-on? Où il y a des équipes mobiles qui peuvent venir les soutenir en matière de sécurité. Mais c'est vrai que c'est quand même très inquiétant. Ils peuvent se retrouver bloqués dans les bouchons comme le bus aussi. Et oui, avec les gens qui. Mais la société devient folle. Les trucs qui se mettent en retrait, ils exagèrent peut-être aussi un peu. Oui, mais tu sais, à force d'agression, maintenant, on peut comprendre que parfois ils se mettent en retrait. Oui. Après, il y a des différences culturelles. Quand vous venez du nord de la Loire comme moi et que vous arrivez dans une ville comme Toulouse, au début, vous êtes très surpris de voir tous les Toulousains descendre du bus en disant merci, au revoir, un par un, aux chauffeurs de bus. Ça se fait en Occitanie, par exemple. Vous verriez jamais ça dans la capitale. Mais on est très bien élevés. Moi, j'ai vu ça dans la capitale. C'est pour ça que vous êtes si poli. Depuis 6 mois, 1 an, je trouve que les chauffeurs de bus, enfin certains chauffeurs de bus, accentuent leur bonjour et sollicitent de la part des passagers une réponse. Et ça, c'est plutôt nouveau. Je trouve ça plutôt très positif. Il y avait un repli à un moment donné. Quand tu vois les violences qu'il y a, évidemment, les mecs ils se mettent derrière leur volant, ils répondent plus. Ils se font agresser régulièrement. On peut pas leur reprocher parce qu'ils voyagent, ils amènent tellement de monde que les profils de personnes qu'on peut croiser au quotidien, parfois ça fait peur. Pierre-Yves Martin, on n'avait pas très bien entendu ce dont vous vouliez nous parler. C'était pas très clair. Je bavardais. Je voulais vous parler de la cohérence en matière d'écologie. Je m'explique parce que c'est pas très clair. Ça peut durer 6 heures. Je sais bien. Vous voyez les discours de Castro de 18 heures. Vous allez les avoir. Bon, alors, allez-y, Nicolas. Moi, je suis pas une référence en matière d'écologie, mais ce que je note, c'est que il y a zéro cohérence en matière de discours
notamment de discours politiques. Il y a 2 ans, à l'automne 2022, je crois, notre ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait évoqué et avait demandé à chacun de respecter la maîtrise de l'énergie, des consommations d'énergie, notamment en ayant cette image de monsieur va porter des pulls à col roulé au lieu de monter le radiateur. Ah oui, oui. Voilà. Et donc du coup, ça avait un peu fait le buzz, bref. Et là aujourd'hui, j'étais très content. Ce début de semaine, il y a eu cet événement autour de l'intelligence artificielle, et il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de mobilisation, il y a des communications un peu excessives aussi. Mais je suis très surpris parce que même si l'intelligence artificielle va certainement apporter beaucoup de facilité, de fluidité dans les chaînes de valeur économique, force est de constater qu'en matière de consommation d'énergie et d'eau, ça va être terrible. Et personne n'en parle. Et du coup, je trouve ça un peu étonnant qu'en à peine 2 ans, on passe de faut se couvrir avec des bons petits pulls et pas ouvrir le radiateur, mais par contre les data centers on peut y aller à fond. Et donc du coup ça serait quand même bien d'avoir un petit curseur plus dans la modération. Il y a une différence aussi, c'est que nos centrales nucléaires ont redémarré. C'était pas le cas il y a 2 ans. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais si vous voulez, sur la sensibilisation de l'opinion publique, on peut pas demander aux Français de faire attention et en même temps de promouvoir des modèles. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Alors on a une troisième chose. Ouais, c'est très pertinent. Il a raison. Ça a l'air de vous surprendre, Philippe, que je puisse dire quelque chose de pertinent une fois dans ma vie. Ah bah là, ça lui a cloué le bec. Absolument, et c'est limpide. Non, mais vraiment. C'est vrai que ça semble être une incohérence. Oui, écoutez bien ce qui va suivre. Parce que là, il y a quelque chose de très cohérent qui arrive. C'est le tour de table de Bruno Pomar. Philippe a l'air super surpris. Vous voulez absolument pas réagir sur ce qu'il oui, mais on m'a coupé la parole, donc je ne parle plus. Non, mais il y a tellement d'incohérences chez les politiques que un jour on dit blanc, le lendemain on dit noir. Là, il faut économiser l'énergie, et puis le lendemain on est capable de faire le pire. J'ai bien fait de vous donner la parole. C'est la politique, oui. Non, mais c'était factuel. C'est fulgurant. Ce que j'ai dit, moi, en 10 secondes, Philippe l'aurait dit en 6 minutes. Voilà. Et François Bayrou en 12. Mais oui. Revenons à Bruno Pomar, parce que vous avez une proposition de loi extraordinaire, vraiment qui a retenu votre attention. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas posée. En même temps, je ne suis pas député. Extraordinaire. Je suis toujours éberlué de voir nos députés, nos parlementaires, Ercilia Soudé, vous voyez qui c'est ? Députée insoumise. Jeune députée insoumise, qui nous a pondu un projet de loi hier. Elle était très fière d'ailleurs, ce RIX, de monter son truc imprimé, sur la stérilisation des pigeons. C'est quand même impressionnant. En fait, c'est une proposition de loi pour mettre un terme aux actes de cruauté contre les pigeons qui prolifèrent et valoriser, tenez-vous bien, le terme est sublime, le pigeonnier contraceptif. Le pigeonnier contraceptif, celui dans lequel les pigeons se rendent et peuvent faire leur affaire et roucouler en quelque sorte, mais tout en roucoulant couvert. C'est formidable. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, je me demande qu'ont à foutre les députés à l'Assemblée. Alors, heureusement, il y en a 577, j'en connais plein qui bossent sur des dossiers, sur des commissions sérieuses. Sur des vrais sujets. Mais là, je ne sais pas s'ils le font exprès, j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment un cas psychologique à étudier parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est une idée très volatile, j'avoue. C'est très volatile. Je ne sais pas ce qu'on pense. Sérieusement, je n'y connais rien. Les mauvais traitements, c'était quoi Parce que, je ne sais pas, les pigeons devaient être peut-être stérilisés de façon... pour éviter qu'on les empoisonne. Il peut arriver qu'on ait recours à des rapaces, des faucons, par exemple. Oui, pour les attaquer, etc. Mais c'est complètement... Enfin, c'est ubuesque de penser à ça à l'Assemblée nationale, alors qu'à ce moment, on n'a même pas de budget, enfin, on ne sait plus où on en est, et ces gens-là ont le temps de travailler sur des conneries pareilles. Mais comment ça a été accueilli, cette information? Sur les réseaux sociaux, je n'ose même pas te dire. non, mais franchement, ça fait peur. En fait, même Philippe Bilger n'a pas de mots. On n'est pas les pigeons de votre coup de gueule. Parce que... Vous êtes en train de dire que la France insoumise a le don des priorités, c'est ça que vous voulez dire? On le voit bien. Si c'est pas une fois Gaza, ils passent sur les pigeons. Si c'est pas les pigeons, ils vont passer sur la loi des mineurs. Eux sont contre la loi des mineurs, là. Ils préfèrent soutenir les délinquants et compagnie plutôt que de s'occuper. Ils ont accusé Gabriel Attal de faire la course derrière l'extrême droite. C'était leur terme. Ça fait peur.
Ça fait peur. Merci beaucoup, messieurs, pour ce moment intéressant. Romantique. De culture même. Non, mais c'est intéressant. Je suis désolée. Moi, vous arrivez avec des sujets. Moi, je trouve ça intéressant. Fusion et écologie. Bravo. Ça va loin. Et contraception, Philippe Bilger. C'est du haut niveau ce soir. C'est ça, ben oui. Il en faut pour tirer le goût, vous savez, on ne peut pas non plus être au top tout le temps. Allez, dans un instant, on va revenir sur cette attaque à la grenade dans un bar de Grenoble qui fait 12 blessés, dont 2 en urgence absolue toujours. Le suspect donc est toujours en fuite. Est-ce que Grenoble est en train de devenir une des villes les plus dangereuses de France? Ce sera le coup de projecteur des vraies voix. À tout de suite, on fait une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h au moins avec Cécile de Ménibus. On va parler d'une des villes les plus dangereuses de France avec Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Bruno Pomar. On a bien fait d'appeler un juge et d'appeler un policier du raid quand même ce soir. Pierre-Yves Martin, vous arbitrerez. D'accord. La sécurité. Il n'ose pas bouger surtout. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est ici, dans ce bar associatif au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages, que l'explosion s'est produite. Il était 20h15 hier soir, lorsqu'un homme lance volontairement à l'intérieur de l'établissement une grenade. Vous savez, j'étais en train de faire des mots fléchés, et bien surtout quand ça fait boum, ça fait boum. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Bilan, une douzaine de blessés, dont 2 dans un état grave. C'est un acte d'une lâcheté inouïe. Nous vivons une période d'escalade de la violence, à la fois dans sa localisation, dans sa temporalité, souvent en pleine journée. Ouais, de la lassitude, sérieux, la lassitude, et on a beaucoup l'impression que les autorités ils s'en foutent. L'auteur de l'attaque d'hier soir est toujours recherché. Et donc 15 blessés à l'heure qu'il est. Le pronostic vital de 2 blessés reste encore engagé malgré les légères améliorations de leur état. Suite, ça s'est passé à Grenoble hier. Un homme a donc jeté une grenade dans un bar du quartier olympique. La police recherche toujours activement l'auteur de l'attaque. Et ce qui nous amène à cette question, est-ce que Grenoble est en train de devenir, avec cette scène de guerre, cet usage d'un engin de guerre qu'on voyait dans les films sur la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, est-ce que Grenoble est en train de devenir une des villes les plus dangereuses de France? Alors on pourrait même élargir la question, est-ce qu'elle n'a pas toujours été d'ailleurs, Philippe Bilger? J'ai l'impression que tous ceux qui ont connu Grenoble ont trouvé qu'il y avait un climat toujours très, très inquiétant sur le plan de la sécurité. Et on le constate ces dernières années. Moi, ce qui m'intéresse profondément, et comme je crois que nous n'avons pas d'invité, c'est une question que je pose à mes amis. Est-ce qu'on peut dire que l'idéologie très particulière du maire de Grenoble, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marie, lorsqu'on lui pose des questions sur la sécurité, répond vertement que, en réalité, ça ne l'intéresse pas. Et il a dit, je m'en fous, peut carrément. avoir une incidence sur la délinquance et la criminalité à Grenoble? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'idéologie de l'édile et les actes qui sont commis, comme si en réalité, confusément, les délinquants sentaient qu'il n'y a pas une véritable opposition intellectuelle et politique aux transgressions qui bouleversent le citoyen. Bruno Pomar. Alors je ne serais pas aussi dur pour une fois avec Piolle, bien que évidemment ce monsieur ne veut pas entendre parler de sécurité évidemment, mais ça c'est flagrant depuis bien longtemps. Non, je crois que très sincèrement le narcotrafic, le terrorisme évidemment d'un deuxième temps je dirais, et peut-être aussi les luttes communautaristes, c'est le quotidien de notre pays dans pas mal de grandes villes de France, Marseille, Bordeaux, Lyon, Grenoble qui est dans le haut du spectre comme on dit, nous montre que encore une fois on est dans des villes qui sont totalement dépassés par ces problématiques. À ça, on y ajoute évidemment, si on parle de la sécurité pure, effectivement, tu as raison Philippe, de dire que l'idéologie de certains maires fait que les policiers municipaux sont pas toujours armés. D'ailleurs, si on prend l'exemple avec Urmic à Bordeaux, qui a décidé d'armer une partie de sa police municipale pour la nuit. Moi, j'ai eu la chance d'ailleurs de faire une visio avec lui sur France Info, je crois que c'était, et où il avait décidé le jour même d'armer sa police. Bien, quand j'ai eu ce maire de Bordeaux en face, et je lui ai dit,
dit bravo monsieur le maire, pour un maire écologiste, c'est bravo de prendre des décisions comme ça. Il m'a répondu en gros, c'était un changement de paradigme total pour lui. J'ai l'impression de le violer, excusez-moi. J'ai découvert le réel. Mais c'est exactement ça. Et même son équipe municipale, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc ce qui veut dire que l'idéologie, évidemment, nous fait pas avancer en matière de sécurité dans ces villes, ça c'est réglé. Hein. Et c'est pour ça qu'effectivement, le sentiment d'insécurité, etc., se fait ressentir auprès des habitants. Mais n'empêche que le trafic, le gros du spectre de la délinquance, c'est trafic de stupes, etc. Et on le voit là encore hier soir plutôt, est dramatique. Et là, il va falloir prendre quand même des décisions. N'oublions pas quand même que nos forces de police, encore une fois, font un boulot considérable. Ne pensons pas une seule minute. J'ai entendu tout à l'heure le monsieur qui disait oui, mais que fait l'État, que fait la... Non, la police bosse, et croyez-moi qu'ils bossent comme des fous. L'OFAS, que ce soit l'antiterrorisme, que ce soit la sécurité publique, que ce soit la PJ, bossent comme des malades et arrivent évidemment à avoir des résultats. On l'a vu avec cette petite gamine qui a été assassinée, mais sur tout un tas d'opérations, les policiers arrivent à trouver des réponses, et heureusement. Pierre-Yves Martin, le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait toujours pas qui c'est. S'il y avait eu la vidéosurveillance, peut-être qu'on l'aurait identifié déjà. Je pense, pour répondre à la question de Philippe, je pense que ça n'aide pas d'avoir un maire qui a un courant idéologique, qui est sur un courant idéologique anti-sécuritaire, entre guillemets. Mais je pense qu'effectivement, je suis très sensible à ce que vient de dire Bruno, aucune ville sur le territoire français peut prétendre être une référence en matière de lutte contre le narcotrafic, par exemple. Donc oui, certainement, un système de vidéo permettrait de faciliter les choses, mais la réalité, c'est que le territoire, on parlait des jeunes tout à l'heure, le territoire français doit faire face à des psychologies, des comportements qui ont un peu dérapé dans un cadre qui est plus celui qui devait l'être. Un peu dérapé oui, enfin, un peu dérapé, beaucoup. Enfin, bref, donc en fait, je pense que les propos, notamment des magistrats, des premiers magistrats de la ville, et notamment du maire de Grenoble, ça ne facilite pas non plus le dispositif de la police nationale, parce que j'ai quand même l'impression que, notamment quand je vois certaines maires de France certains maires de France qui sont contre ces dispositifs, ces appuis. Et du coup, il y a un manque à gagner en matière de ressources policières de la police nationale sur le terrain. Et donc, du coup, ça peut altérer l'efficacité de cette lutte. Alors, le maire écologiste de Grenoble, qui n'a pas beaucoup de chance en termes de timing, c'est vrai, s'exprimait dans Libération. C'était le jour de l'attaque, avant donc cette attaque à la grenade. Et on lui disait notamment, vous êtes critiqué pour l'insécurité de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Il répondait, je cite, à vrai dire, je m'en fous un peu. Parce que quand il ne reste que des attaques sur la sûreté et la propreté, ça veut dire qu'on a quand même gagné quelques batailles par ailleurs. Et puis, on peut toujours se dire qu'une ville n'est pas assez propre ou pas assez sûre. Il faut résister au tourbillon médiatique. Et il minimise ensuite, je cite toujours, des fusillades, il y en a partout. Ah ben c'est la réponse plate du politicien de base, ça fait peur. Oui, mais tout de même, c'est une argumentation que je trouve très pauvre, parce que manifestement, l'insécurité qui préoccupe pas seulement les Grenoblois, mais les Français, c'est quasiment le numéro 1 avec le pouvoir d'achat. À l'évidence, ça ne le préoccupe pas, lui. Et c'est une idéologie de gauche, voire d'extrême gauche, qui tend à considérer que la délinquance, son augmentation, ne résulte pas d'une malfaisance humaine ou d'une transgression sociale, mais qu'en réalité, c'est la société qui en est responsable. Le problème, c'est les pertes humaines, parce que vous parlez du maire de Bordeaux, qui finit par se dire qu'il faut les armer, mais on a eu combien de morts, en fait? Peut-être que, alors je dis pas que ça aurait changé beaucoup de choses, mais quand même, si on avait pu éviter une vie où voilà, c'est ça le sujet, c'est que je ne comprends pas pourquoi être sur ces ergots en disant non, 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 alors qu'on voit bien que la réalité aujourd'hui, et tous les maires prennent le sujet à bras-le-corps. Ce que disait Philippe, c'est l'idéologie qui l'emporte sur le pragmatisme, sur Oui, mais on n'en est plus là. Mais si, la preuve, alors on évolue. Je donnais l'exemple du maire de Bordeaux. C'est une véritable évolution pour lui. Mais quand il me le disait, j'avais l'impression qu'il allait s'évanouir devant moi, quoi. Donc c'est quand même fort. Et son aéropage autour, évidemment, sont pas très donnés des armes à des policiers municipaux. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire à Paris, d'ailleurs. Les milliers même pour de policiers. Protéger les policiers, surtout. Mais je pense aux policiers en premier, carrément. Donc c'est important, je pense, de voir.
ce que va nous pondre Retailleau dans ce domaine-là, la sécurité, ce que j'appelle la sécurité globale, le continuum sécurité entre... Il va y avoir le Beauvau de la sécurité sécurité civile, mais des polices municipales également. Bon, tout ça est important et je pense qu'on va aller vers... Est-ce qu'il aura la majorité pour le faire passer, son texte? Il faudrait... enfin, de façon très lucide. On peut espérer tout de même que le Rassemblement national, les Républicains et une partie des macronistes le voteront. Bien sûr, le contexte est tel que... Voilà. Mais le problème, c'est que seul le régalien, à mon avis, réglera pas tous ces problèmes. Hein. Police, gendarmerie, police municipale. On va faire comme aux États-Unis, moi je vous le prédis et j'en suis quasiment sûr, c'est qu'il va y avoir une ouverture vers la sécurité privée pour venir un soutien du régalien, un soutien des polices municipales. On parle de tellement d'années en plus. Mais oui, mais on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Il va falloir sélectionner. On a le CNAPS au ministère intérieur qui est capable de contrôler des sociétés de sécurité sérieuses qui peuvent peut-être décharger les policiers de tâches indues et de remettre des... Donc il faut que la police sous-traite. Ah ben mais là, les instances, vous savez, les hiérarques en haut de tous nos ministères, les préfets... Le vol, la base de la police. Bien sûr, les syndicats sont pas contre ça. On leur fixe des missions avec un cadre bien précis. Mais quand je vous dis, moi, pareil, dans les quartiers les plus sollicités, pourquoi ne pas mettre l'armée mixée avec la police? Parce que l'armée veut pas. Mais bien sûr, et l'armée vous dira surtout que c'est pas son métier. Voilà. Et que, mais à chaque fois que des militaires ont été pris à partie, ils ont fait ce qu'ils savaient faire et c'est normal, ils ont tiré. Oui, mais comme le fait les policiers. Donc vous à Marseille, ils ont fait le boulot. Et vous voulez rajouter des armes de guerre dans certains quartiers? Mais les policiers ont des G36 comme l'armée. Non, mais pour moi, c'est un faux débat. Mais vous avez raison de dire que les hauts hiérarques de l'armée ne veulent surtout pas aller se mouiller là-dedans. Il faut mieux aller faire la guéguerre. Pour répondre à la question de Cécile, c'est très simple. Les maires, ils ont une balance. Sur un des plateaux, vous avez l'exigence de sécurité. Sur l'autre, la protection des libertés. Et tous les gens de gauche et d'extrême gauche vont chercher le prétexte des atteintes aux libertés pour ne pas répondre à l'exigence de sécurité, comme s'ils ne voulaient pas faire l'effort de concilier des deux. On peut le faire. Parce que aussi la sécurité a été la thématique de la sécurité a été préemptée par la droite et l'extrême droite. Et donc du coup il y a un calcul politique de je vais pas soutenir une thématique que mon opposant détient et maîtrise. On entretient son fonds électoral, tout simplement. Oui, mais quand on commence à dire qu'on va mettre des AirTags pour pister ses enfants, comme c'est la même chose que vous mettez dans votre valise quand on vous la vole, une petite puce, et voilà, il y a un moment donné, il faut qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on veut comme vie pour nos enfants, ou même pour nous en général. Est-ce qu'on veut tous vivre en regardant sur un téléphone, savoir où est son mari, où sont ses enfants? Non mais je plaisante pas, mais c'est la vérité. Vous avez raison. C'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Et ça, c'est une atteinte aux libertés. Ça, c'est une vraie atteinte aux libertés. Il faut savoir jusqu'où on a envie d'aller pour nous protéger. Mais en ce qui me concerne, je serais prêt à perdre un peu de liberté pour la sécurité de tous. Très clairement. Merci beaucoup, messieurs, pour ce sujet. Voilà, vous êtes... On ouvre la grille de la prison. La conclusion de Philippe Bilger était... Avec deux chroniqueurs de haut talent. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain. Merci Pierre-Yves Martin. Merci Bruno Pomar. Jean-Marie Bordry. On reste ensemble dans un instant. On va parler automobile. Exactement. On va vous parler de MG Motors, cette antique marque anglaise ressuscitée en Chine et qui veut accélérer en 2025. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On reste avec vous jusqu'à 20h. Alta Profit,